Quand on pense à l'Antiquité romaine, on s'imagine presque systématiquement la reine. Ah oui, c'est l'image classique. Ouais, on visualise immédiatement le gladiateur, tu sais, il est musclé, il est couvert de sueur, de poussière. Et la foule hurlante autour. C'est ça, il capte absolument toute l'attention. L'attrait est viscéral immédiat. En fait, on applaudit la performance physique pure. C'est le spectacle à l'état brut. Mais le truc, c'est que, fasciné par le sang et le spectacle, on en oublie presque toujours une personne pourtant cruciale. L'architecte. Exactement. Celui qui a dessiné les plans complexes de l'amphithéâtre, celui qui a calculé les angles de vue, pensé l'acoustique et orchestré l'arène de toutes pièces pour que ce gladiateur puisse briller là, précisément sous le soleil. Ah franchement, c'est une image hyper parlante pour aborder la culture populaire. N'est-ce pas ? Ouais. On a tellement l'habitude de se laisser éblouir par l'action au centre de l'arène qu'on en devient complètement aveugle à la structure narrative qui rend cette action possible. On confond l'exécutant et le créateur en fait. Tout à fait. On confond très souvent la figure de l'exécutant avec le cerveau du créateur. Et c'est un piège classique. Et bah c'est pile le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'aborder ça. Pareil, je suis ravi de décortiquer ça avec toi. On va explorer la carrière d'une icône absolue du cinéma mondial, un homme que le grand public a perçu pendant des décennies comme le gladiateur ultime. La montagne de muscles par excellence. C'est clair, le sommet de l'action testostéronée, mais qui s'avère être en réalité l'architecte secret de sa propre légende. On va parler de Sylvester Stallone. Une figure d'une envergure assez unique. Son impact dépasse très largement le cadre du simple film d'action du samedi soir. Ah bah complètement. Il touche à la construction même d'une certaine mythologie américaine moderne. Et pour construire cette analyse, on a rassemblé et croisé pas mal de sources différentes. Des encyclopédies comme Wikipédia ou Britannica. Les bases de données incontournables aussi, genre IMDb. Ouais. Et puis des magazines de culture pop et des sites spécialisés. Première, Allociné, Urbania, WatchMojo. Sans oublier le public, hein. Surtout pas. C'était indispensable de prendre la température sur les forums. Donc on a aussi épluché des discussions de passionnés sur Reddit et Sci-Fi Movies. L'objectif de notre discussion, en gros, c'est de déconstruire le mythe. C'est ça, dépasser l'image stéréotypée. Il s'agit vraiment de gratter sous le vernis de la star d'action pour comprendre la mécanique de son succès. Analyser les rouages intellectuels qui lui ont permis de bâtir un empire sur un demi-siècle sans jamais vraiment s'effondrer. Parce que pour comprendre comment Stallone a pu régner sur Hollywood, il faut surtout pas s'arrêter à ses biceps. Sûrement pas, non. Il faut regarder la plume qu'il tient entre ses mains. C'est là qu'est le vrai moteur. Et franchement, les chiffres de nos sources donnent le vertige. Tu penses à l'article d'Urbania ? Exactement. L'analyse d'Urbania révèle un truc de fou. Au cours de sa carrière, Sylvester Stallone a signé ou co-signé pas moins de 46 scénarios. 46. C'est monumental. Mais oui. Un volume hallucinant. On parle de films majeurs comme Cobra, le film de bras de fer Over the Top. D'ailleurs, petite anecdote marrante sur ça. Dans certaines de nos sources. C'est assez drôle. C'est vrai, Over the Top, hein. Ouais. Mais bon, il a aussi écrit le vertigineux Cliffhanger et bien sûr la pierre fondatrice, toute la saga Rocky. Rédiger 46 scénarios, c'est l'œuvre d'une vie entière pour un scénariste professionnel à plein temps. C'est clair. Donc, le simple fait qu'il ait produit une telle quantité d'écriture tout en menant de front une carrière d'acteur ultra exigeante physiquement... Avec les entraînements et tout, quoi. Exactement. C'est une véritable anomalie statistique dans l'histoire de l'industrie cinématographique. Et ce qui est fascinant, c'est que le public d'aujourd'hui commence vraiment à prendre la mesure de cet exploit. En fouillant sur Reddit, je suis tombée sur un fil de discussion hyper passionné. Avec plus de 120 commentaires, je crois. Ouais, plus de 120 commentaires très argumentés. Et les cinéphiles y débattaient d'un point crucial, sa domination au box-office, le fait d'avoir été la plus grande star du monde pendant une décennie. Ça vient pas juste de son charisme. Ça vient du fait qu'il écrivait et jouait dans ses propres films. C'est exactement ça. IMDb le crédite systématiquement avec cette double ou même triple casquette, acteur, scénariste et producteur. Et c'est une distinction fondamentale, tu sais. Ça change absolument tout dans l'écosystème hollywoodien. Comment ça ? En règle générale, la grande majorité des acteurs, même les mieux payés, restent des employés. Ouais, ils dépendent des autres. C'est ça. Ils sont tributaires de la vision d'un auteur, des décisions d'un réalisateur ou du bon vouloir d'un studio. Leur métier, au fond, c'est d'attendre que le téléphone sonne pour recevoir le bon script. Et Stallone a refusé ça. Le coup de génie, il est là. Il n'a pas attendu. Il fabriquait le script. Il contrôlait les moyens de production de sa propre image.
C'est dingue. Bon, décortiquons tout ça avec une autre petite analogie si tu veux bien. Je t'écoute. On compare souvent le cinéma à une grosse machinerie, mais prenons plutôt le jeu vidéo. D'accord, allons-y. L'acteur classique, c'est le joueur. Il évolue dans un monde, il interagit, il fait ses quêtes. Il peut être super doué, mais il subit les règles du monde. C'est vrai. Le scénariste, en revanche, c'est le programmeur. C'est lui qui code la gravité, qui place les murs, qui définit les règles de l'univers. Stallone ne se contentait pas de jouer, il écrivait le code source. Pour s'assurer de toujours gagner à la fin. C'est très juste. Le code source détermine ce qui est visible ou non. Et c'est là que j'ai une objection, ou du moins une question. En se créant ces rôles d'action pure et dure, est-ce qu'il s'est pas tiré une balle dans le pied d'un point de vue critique ? Ah, tu veux dire par rapport à son image publique? Ouais. Le public est venu pour la carrosserie flamboyante, pour reprendre la métaphore de la voiture de sport. Tout le monde applaudit la star d'action, mais ignore totalement le mécanicien de génie qui a bâti le moteur. L'étiquette de star d'action lui a rendu un mauvais service, non ? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est indéniable. La critique intellectuelle l'a boudé pendant longtemps à cause de ça. C'est dommage quand on y pense. Oui, mais il faut comprendre que cette invisibilité de l'auteur derrière le gladiateur, c'était une stratégie de survie au départ. Une stratégie. Oui, totalement. Ce contrôle narratif incarne le véritable rêve américain comme le souligne l'article d'Urbania. Il faut se replacer dans le contexte des années 70. L'industrie ne l'attendait pas. Il avait un profil atypique pour l'époque. Très atypique. Une paralysie faciale partielle, une diction un peu pâteuse, un physique qui collait pas du tout aux jeunes premiers lisses d'Hollywood. Donc s'il avait juste passé des castings normaux, On l'aurait cantonné à des rôles de figuration. Le gros bras silencieux ou le petit malfrat de quartier. La prise de plume, ça a été un acte de rébellion. En écrivant Rocky, il s'est créé le seul rôle qu'il pouvait incarner authentiquement. et il a posé un ultimatum, machin. Exactement. Il vendait le scénario uniquement s'il tenait le rôle. Un rapport de force inouïe pour un acteur inconnu. C'est une sacrée leçon sur la prise en main de son propre destin. Ne pas attendre les opportunités, mais les écrire soi-même. Construire sa propre porte quand la principale est fermée. Voilà. Et ce contrôle narratif exceptionnel lui a permis de façonner les mythes de l'Amérique contemporaine. Mais alors comment cette plume s'est-elle traduite à l'écran ? Par la création de deux personnages diamétralement opposés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en explorant les sources, genre WatchMojo, IMDb et Sci-Fi Movies, l'analyse de ces deux piliers saute aux yeux. Les deux faces d'une même pièce. D'un côté, on a Rocky Balboa, le boxeur de la classe ouvrière, l'opprimé par excellence. Le magazine Première cite d'ailleurs l'image légendaire de 1976. Les marches de Philadelphie. Oui, Rocky en survêtement gris qui monte les marches du Museum of Art au pas de course, les bras au ciel. C'est l'espoir pur, l'ascension sociale. La lumière absolue. Et de l'autre côté. De l'autre côté, on a John Rambo, créé à l'écran par Ted Kotcheff en 82. Et là, le contraste est saisissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Rambo, c'est un vétéran du Vietnam profondément traumatisé, brisé, rejeté par son propre pays. On le voit glisser vers un carnage total dans Rambo 2, en 85, comme le décrit Première. C'est le cauchemar américain face au rêve américain. Mais du coup, comment un seul et même auteur a pu incarner et écrire simultanément l'espoir ultime et le cauchemar absolu ? Pourquoi Rambo quand on a déjà la recette de Rocky ? Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est là qu'on voit son génie. Stallone avait une capacité incroyable à capter la psyché d'une époque. C'est-à-dire ? Dans les années 70, l'Amérique sort épuisée du Watergate et du Vietnam. Crise économique, cynisme. Le public avait désespérément besoin d'une thérapie par l'espoir. Et c'est Rocky. Voilà, l'inspiration dont ils avaient besoin. Mais au début des années 80, le contexte change. Les vétérans du Vietnam sont là, ignorés, en plein stress post-traumatique. C'était une plaie béante. Et là, Rambo devient le miroir de cette plaie. Exactement. Il a offert la catharsis nécessaire face aux blessures historiques. Ce n'est pas qu'une question de muscles ou de cascade, c'est une véritable résonance psychologique. C'est super fort en fait. Il a capté l'air du temps dans les années 70 et 80. Et il l'a magnifiquement bien fait. Sauf que capter une époque, c'est bien. Mais la véritable légende se mesure à sa capacité à survivre quand cette époque change. C'est le test ultime à Hollywood, ouais. Et on aborde notre troisième grande partie ? L'évolution, l'adaptation et la longévité. Parce que Britannica note bien ses rôles plus tardifs. À la télévision notamment. Oui, la série Tulsa King, mais aussi des franchises chorales comme The Expendables.
Et puis IMDb rappelle son retour marquant en 2015 dans Creed. L'héritage de Rocky Balboa. Exact. Et pour couronner le tout, Allociné mentionne une apparition totalement inattendue. À 75 ans, en 2021, il rejoint le film de super-héros The Suicide Squad, réalisé par James Gunn. C'est quand même dingue de se réinventer comme ça. D'ailleurs, Première soulignait déjà en 2016, pour ses 70 ans, comment il se maintenait au sommet. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je suis prêt. Est-ce qu'on pourrait pas dire que des projets comme Creed ou The Expendables, c'est juste une façon de capitaliser paresseusement sur la nostalgie du public ? Tirer sur la corde des vieilles franchises. Cela soulève une question importante sur l'industrie actuelle. C'est vrai que la nostalgie est souvent un outil paresseux à Hollywood, mais ici je réfute cette idée de simple nostalgie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une évolution intelligente. Prends Creed par exemple. Accepter de jouer un Rocky vieillissant, malade, qui cède la lumière à un jeune acteur. Michael B. Jordan, oui. C'est ça. Passer du héros invincible au mentor vulnérable, c'est un acte d'une humilité artistique rare pour une star d'action. C'est pas faux. Il accepte de déconstruire son propre mythe. Exactement. Et quand il rejoint le Suicide Squad, il accepte un rôle de groupe inattendu, une dynamique cynique et absurde. Il prouve une compréhension aiguë de l'évolution du divertissement. Donc la vraie longévité, ça demande de l'humilité. Savoir quand être la star, quand être le mentor, et quand accepter d'être juste un rouage comique. Savoir surprendre en prenant des chemins inattendus, c'est la clé de sa survie sur 5 décennies. Bon, ça fait beaucoup d'informations passionnantes pour cette exploration. On va tenter de résumer un peu tout ça ? Bonne idée ? On a découvert l'auteur prolifique derrière les muscles, l'homme aux 46 scénarios qui a forcé les portes d'Hollywood. Le programmeur du code source, comme on disait. Ouais, ensuite, on a vu l'incarnation de la dualité américaine, le boxeur opprimé d'un côté, le soldat traumatisé de l'autre. Rocky et Rambo, les 2 faces de l'Amérique. Et enfin, le maître de l'adaptation, capable de se réinventer avec humilité passé 70 ans. Un parcours complet et vraiment fascinant. Et pour clore cette analyse approfondie, il y a une dernière réflexion qui me vient. Un truc à laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Oh, je t'écoute. Si l'héritage le plus durable de Stallone ne réside pas dans sa force physique, mais dans sa compréhension si profonde de la vulnérabilité humaine, le déclassement, la pauvreté, le traumatisme de guerre. Ce qui fait le cœur de ses meilleurs films, ouais. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit des héros d'action modernes ? C'est une excellente question. On voit tous ces super-héros invincibles d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne manqueraient pas précisément de ces failles, de ces vulnérabilités si humaines qui ont permis à un acteur scénariste de rester une légende pendant un demi-siècle ? Ça laisse vraiment à réfléchir sur ce qu'on attend de nos héros aujourd'hui. Totalement. C'est une question qui mérite d'accompagner nos prochains visionnages.